100% Bénin, mesdames, messieurs, ravi de vous savoir toujours fidèle au rendez-vous. Bienvenue. L'administration béninoise quasiment au ralenti depuis le 16 janvier. Les travailleurs, presque dans leur entièreté, y observent une grève d'avertissement de 112 heures en réponse, disent-ils, au mutisme accru, à l'absence d'un dialogue franc du gouvernement face à leurs multiples revendications. Inutile de mentionner le secteur de la santé ou de la justice qui vibre depuis peu au rythme des 10 mouvements de débrayage. Celui de l'éducation, tout département confondu, s'illustre désormais en emportant dans son élan les acteurs de l'enseignement supérieur. Le ton a été donné à travers une motion signée de 5 syndicats, le SNES, le SINARES, le SINUB, le SICUB et le SNEC Bénin, tous réunis au sein de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin. Grève au niveau de l'enseignement supérieur, lutte pour des revendications corporatistes ou pur suivisme. C'est le thème, mesdames, messieurs, au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Avant de retrouver nos invités du jour, l'actualité telle vue par les canards à nos parvenus. La revue des titres. À parcourir pour nous la une des journaux est déjà prêt pour nous en livrer la substance. Kodjovi Amitonou, que je retourne tout de suite pour vous. Kodjovi Amitonou, bonjour. Bonjour Joël Etondi, bonjour également nos amis téléspectateurs. La moisson n'est pas abondante comme souvent, c'est le cas les mardis, mais le contenu ici. Oui, le contenu est resté ce que vous savez, la qualité hier. Vous parlez donc de grève de 72 heures, c'est pour certains, mais toute la semaine pour d'autres, mais au-delà, ça coïncide également, cette grève générale coïncide également avec l'anniversaire de l'agression du pays par les mercenaires et donc les 41 ans d'anniversaire de cette agression du 16 janvier 1977 également est revenu largement à la une de beaucoup de canards. Nous passons les titres à la une et on y reviendra plus amplement si le temps le permet. Tout à fait, Joël Etondi, on démarre donc avec le quotidien La Dépêche qui met donc en titre 41 ans après l'agression du 16 janvier 1977 que sont devenus les martyrs et puis en grand titre incivisme et atteinte aux institutions. La Cour prise à partie. Quelle mouche a piqué Jacques Ayadji chez l'Assemblée nationale? Rame-t-elle à contre-courant, s'interroge le quotidien. La Nouvelle Tribune, vote d'une série de lois scélérates. La majorité parlementaire fait régresser la démocratie béninoise. Et puis, débat sur le droit de grève. Les honorables députés ne connaissent ni la Constitution, ni le droit, d'ici René Awassou. Le quotidien L'Afrique en marche, décision DCC 17-246 du 23 novembre 2017. L'interdiction d'importation de viande du Brésil est contraire à la Constitution. Sébastien Adjavon a eu de longueurs d'avance sur les manipulateurs du Bénin révélé, constate le quotidien. Et puis mobilisation générale contre le retrait du droit de grève. Enfants du Bénin debout, les syndicats déterminés à aller jusqu'au bout. Le Nouvel Observateur, polémique autour d'une supposée inscription de l'honorable Rachidi Badamassi en Master 2 en droit. Et si les autorités rectorales clarifiaient la situation? À force de chercher à vilipender les grévistes, le gouvernement attise davantage le feu égard à sa propagation, préconise donc le Nouvel Observateur. Quotidien Matin Libre, cette fois, acharnement pour retirer le droit de grève. Qu'a fait Talon du temps de grâce? C'est une interrogation à la une du journal. Et puis, financement du programme d'action du gouvernement à Cotonou. Talon organise sa table ronde demain à Paris. Quotidien Point Média, le vrai visage de la rupture. Talon prive donc les travailleurs pour payer des salaires astronomiques aux ministres et préfets. Puis supposer enquête autour de Safran, le gouvernement invité à éclairer les Béninois. Et puis interdiction d'importation de viandes et produits à base de viande. La Cour arrête un énième dérapage de la gouvernance. Talon Joël Etondi. Merci, Kodjovi Amitonou. Cette fois-ci, je voudrais bien choisir un titre et avoir votre avis là-dessus. À la une de Matin Libre, une grosse interrogation. Qu'a fait Talon du temps de grâce? Oui, peut-être qu'il a eu ce temps pour se préparer en conséquence et prendre les dispositions nécessaires pour contrer toute velléité venant de la part des acteurs sociaux. Puisque vous parlez de temps de grâce, c'est juste que l'administration publique
sous-entend donc à observer cette période de répit pour permettre donc à la nouvelle équipe gouvernementale d'asseoir les bases, peut-être d'un dialogue avec les acteurs sociaux et participer donc à un certain apaisement. Mais si on note au niveau de la justice, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, des grèves qui sont annoncées dans tous les secteurs et dans le même temps, simplement parce que le gouvernement a un projet de retirer le droit de grève, puisque jusque-là, la Cour ne s'est pas encore prononcée. Donc, on estime que c'est un projet qui quand même suit son cours. Donc, on pense plutôt que le chef de l'État a eu le temps de se préparer en conséquence pour répondre aux acteurs sociaux par la méthode forte. C'est par la méthode forte. Donc, le dialogue n'était pas au rendez-vous. Les promesses du chef de l'État sont passées par pète et profit. À cela, la conclusion? Bon, peut-être que d'aucuns donneront raison au secrétaire général. Bon, aujourd'hui, il est secrétaire général, mais c'est Paul Issaïko qui a dit que le gouvernement qui veut faire du sérieux ne va pas demander que l'on signe un protocole d'accord pour dire que nous n'allons pas donc observer des mouvements de débrayage. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison que ce gouvernement n'est pas à l'écoute des acteurs sociaux, puisqu'il y a eu quand même ce creuset qui existe et qui permet donc aux acteurs sociaux d'échanger avec l'équipe gouvernementale. C'est une coordination qui a été mise en place et dirigée par le ministre du Plan et du Développement. Mais si aujourd'hui ce mécanisme ne prend pas et que les acteurs sociaux de tous les secteurs de l'administration arrivent donc à cette extrémité et que le gouvernement aussi par l'entremise de l'Assemblée nationale va jusqu'à retirer ce droit reconnu constitutionnellement, je crois qu'il y a mal donne. Il y a Madone, en tout cas, pour l'instant, sur le terrain, ça sent dur aussi. Les travailleurs, dans leur ensemble, déclenché des grèves perlées de 112 heures d'avertissement pour certains. D'aucuns, ils vont à 120 heures, 5 jours sur 5. Je vous frappe, quand je viens maintenant, je vous dis merci parce que le temps à nous imparti est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, pour cette rubrique, ce sera tout. On se retrouve demain, ce sera avec d'autres journaux, d'autres titres, d'autres événements. Pourquoi pas? À très vite. 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, ravi de vous savoir toujours fidèles au rendez-vous. Bienvenue. L'administration béninoise quasiment au ralenti. Ce, depuis le 16 janvier, date historique. Les travailleurs, presque dans leur entièreté, y observent une grève d'avertissement de 112 heures. En réponse, disent-ils, au mutisme accru, à l'absence d'un dialogue franc du gouvernement face à leurs multiples revendications. Inutile de mentionner le secteur de la justice ou de la santé qui vibre depuis peu au rythme des 10 mouvements de débrayage. Celui de l'éducation, tout département confondu, s'illustre désormais en emportant dans son élan les acteurs de l'enseignement supérieur. Le ton a été donné à travers une motion signée de 5 syndicats, le SNES, le SINARES, le SINUB, le SECUB et le SNEC Bénin, tous réunis au sein de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin. Grève au niveau de l'enseignement supérieur, lutte pour des revendications corporatistes au pur suivisme. C'est le thème, mesdames, messieurs, au menu de ce numéro de votre émission débat 100% Bénin. Sur ce plateau, l'un des responsables des syndicats concernés, il a nom Julien Gbagidi, il est le secrétaire général du SNEC Bénin, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheuses du Bénin. Julien Gbagidi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous rejoindre. C'est moi qui vous remercie. En face de lui, en principe, pour vous, mesdames, messieurs, l'un des cadres du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais faute de disponibilité, nous recevons en lieu et place, pour vous, un éditorialiste, Médéric François Gongo. Homme de médias, il est le promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, amis téléspectateurs et téléspectatrices de SICA. Bonjour. C'est un fait. 112 heures de grève va compter de mardi 16 janvier. Et ce, en addition à ce qui a démarré depuis peu, grève au niveau du secteur de la santé et de la justice. Une grève de 112 heures maintenant, grève perlée, observée par un certain nombre de travailleurs. Nous sommes aujourd'hui au niveau du secteur de l'enseignement supérieur. Pour ce plateau-ci, je veux dire. Grève de 112 heures, monsieur Julien Gbagidi, avez-vous annoncé, vous et vos pairs, alors une plaisanterie pour parler vulgairement comme le citoyen lambda où il y a vraiment de quoi ameuter la troupe? Monsieur le journaliste, je vous remercie pour cette opportunité que vous offrez aux enseignants du supérieur pour s'exprimer sur la situation
nationale et également sur le développement de leur secteur, c'est-à-dire le secteur de l'éducation. Vous savez, l'enseignant du supérieur est non seulement illuminé en ce sens qu'il a fait de longues études avant d'être qualifié pour enseigner à l'université, mais il est d'une sagesse assez remarquable. Ce qui fait que nous prenons souvent du recul, nous faisons beaucoup d'analyses avant d'aller à des actions concrètes. Cette grève ne saurait être une plaisanterie, pas du tout. Vous savez, il y a que, comme je le disais, lorsque vous avez le grade de docteur qui, en grec ou en latin, est synonyme de savant et de sage, vous ne pouvez pas plaisanter avec la République, avec le devenir des populations. Vous ne pouvez pas plaisanter avec le devenir des étudiants. Et vous ne pouvez pas plaisanter avec vous-même. Donc, il faut comprendre que cette grève fait suite à de longues réflexions. Nous avons déjà eu des cadres de discussion avec le gouvernement, notamment le dialogue social, qui, pour nous, n'est pas fructueux. Au-delà de ce dialogue social qui n'est pas fructueux, il y a que nous avons tenu 2 assemblées générales de l'intersyndicale. 2. Pour aller à cette décision ultime de grève de 72 heures que nous allons certainement renouveler si les choses ne s'améliorent pas. Alors, chaque syndicat à son niveau essayait de discuter des problèmes de la nation, de discuter des problèmes du secteur de l'enseignement supérieur. Et puis, les collègues eux-mêmes ont réclamé justement que l'intersyndicale réactive ces réunions que nous dénommons Assemblée générale. Ce qui a été fait ces 3 dernières semaines. Donc nous avons tenu 2 assemblées générales et la dernière nous a conduit justement à retenir cette grève pour montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont à déplorer au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de choses à déplorer. En tout cas, ils sont nombreux à vouloir savoir ce dont il est question parce qu'ils sont surpris. Plus d'un citoyen béninois a constaté que vous aussi, vous donnez dans ce mouvement de débrayage, car vous êtes au nombre de 5 aujourd'hui, à parler presque d'une même voix. Beaucoup se demandent s'il ne s'agit pas sérieusement là d'un complot. Quel est le problème qui pousse tant ces travailleurs en point de sagesse, vous l'avez souligné vous aussi, à décider unanimement, pas un seul syndicat se retirer, mais tous les 5 de l'intersyndicale aller dans la même direction. Monsieur le journaliste, c'est ce qui devait davantage cautionner ce que nous sommes en train de faire. Vous pensez que l'enseignant de l'université se lève d'un beau matin et parce que son frère ou son ami lui a dit « bon, ça ne va pas dans le pays » et il accepte du coup que ça ne va pas dans le pays. Donc ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Hein? Nous sommes des universitaires et comme je vous l'ai dit, nous prenons du recul pour analyser les faits, les événements, les situations à fond. Donc c'est après analyse en profondeur de la situation nationale et également de la situation de développement des UNB, du secteur de l'éducation, que nous avons identifié qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, le cadre qui nous permet d'anticiper la résolution de ces problèmes, c'est-à-dire le dialogue social, n'est pas du tout fructueux. Et la dernière séance, c'est-à-dire la séance de 27, 28, 29 décembre dernier à Ouida, nous avons estimé que les choses n'avancent pas et nous nous sommes retirés de ce cadre. Donc c'était un avertissement fort. Lorsque des universitaires représentés par leur syndicat posent un tel acte, l'autorité en place tout de suite devait être
sensibiliser. Avant de donner la parole à votre vis-à-vis, pour les appeler, pour échanger sur lorsque vous avez annoncé les oui. couleurs de ce mouvement de débrayage, quelle a été l'attitude de l'autorité de tutelle? Non mais figurez-vous, je suis en train de vous parler du 27, 28, 29 décembre dernier. Il paraît que juste après, il y aurait eu quelques mains tendues de la part de l'autorité, si je ne trahis pas de secret. Ah non, je crois que je n'ai pas eu vent de main tendue, parce qu'une main tendue, oui, c'est inviter les concernés dans un cadre d'échange. On peut nous saisir par écrit ou on peut même nous appeler au téléphone pour dire on a besoin de vous, renouons avec le dialogue. Hein? Je n'ai pas encore eu cette information de maintenant. Médéric François Gongo, quelques jours plus tôt, votre journal était de ceux qui annonçaient qu'au niveau de nos universités, ça ne sentait pas du tout bien. Et qu'on pourrait craindre le pire. Aujourd'hui, les faits, une fois encore, semblent vous donner aussi raison de ce point de vue. Mais comment peut-on expliquer que sur tous les fronts, les mêmes mots semblent chaque fois revenir? Une autorité qui n'a pas vraiment l'oreille attentive. C'est ce qu'on entend, ça et là. Oh, vous savez, le travailleur et l'employeur, l'État, en l'espèce, collaborent, coopèrent, communiquent ensemble pour qu'il y ait un résultat au profit de la communauté qui paye des impôts et pour faire vivre l'État et pour faire vivre le travailleur. Aujourd'hui, les gouvernants ont fait l'option, les gouvernants du Bénin dit révélé ont fait l'option du non-respect systématique des engagements. Le non-respect des engagements dans le cadre de la coalition de la rupture, le non-respect des engagements vis-à-vis des acteurs sociaux, simplement du fait parce qu'il n'y ait pas un cadre de discussion, le cadre mis sur pied où le dialogue social n'est pas fonctionnel, simplement parce que le gouvernement joue à l'usure, à la diversion lorsqu'il engage des négociations avec les travailleurs. Nous l'avions vu avec les travailleurs du secteur de la santé, simplement parce que le gouvernement d'un Bénin qui se révèle difficilement se retrouve quelque peu truffé, composé de personnalités qui ont eu dans le passé à travailler avec les syndicats. Je ne dirais pas la main invisible, je ne dirais pas la télécommande de Paris, je ne dirais pas que les syndicats étaient manipulés. Mais non, ceux-là avaient eu à utiliser, à usurper la largesse des syndicalistes pour pousser le régime Yahi dans les derniers retranchements, allant même jusque vers le nihilisme de toute l'action gouvernementale de Boni Yahi pour conditionner l'opinion de manière à rouvrir le boulevard à la coalition de la rupture et par extension au président Patrice Talon. Le président Patrice Talon se retrouve donc être le fruit des investissements des syndicats, de l'engagement des populations à suivre les syndicalistes et certains acteurs politiques. Mais aujourd'hui, parce que maîtrisant ce milieu, parce que connaissant la force de ce milieu, de ce corpus social, tout comme on l'a fait sur le terrain politique, on est en train de l'opérer également sur le terrain social, c'est-à-dire les amis d'hier, les amis d'entre les deux tours sont à combattre parce qu'ils représenteraient une menace, parce que ces amis se retrouvent être en position de dire la vérité, quel que soit ce que ça peut leur coûter, c'est-à-dire ce sont de véritables patriotes. Récemment, aujourd'hui, le chef d'État a encore mentionné toute sa disponibilité à aller au dialogue. Aujourd'hui, le gestionnaire privé que constitue le chef de l'État et la plupart des membres qui travaillent avec lui. Vous parlez du chef en termes de gestionnaire? Oui, du chef de l'État, ça dit il est un privé. Il avait les méthodes d'un privé. Il avait les pratiques d'un privé qui, en toutes circonstances, a les yeux rivés, a les yeux
arrimé sur la recherche de résultats positifs. Je ne parlerai pas de la recherche de bénéfices en ce qui le concerne, parce qu'il est aujourd'hui le premier des Béninois, le plus grand, vénérable et vénéré des Béninois. Nous lui devons respect. Mais nous avons l'obligation de constater aujourd'hui qu'il n'arrive pas à s'affranchir de cette tunique, de cette toge d'acteurs privés qui utilisent la malice, qui utilisent la duperie, qui utilisent la tromperie, la ruse et la rage pour obtenir les résultats qu'il veut. Il n'arrive pas à se départir de cet habit pour se retrouver sur le terrain politique et considérer qu'il fallait aller vers la gestion des susceptibilités, tant au niveau des acteurs politiques qu'au niveau des acteurs sociaux. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment écœurant, c'est que le chef de l'État se retrouve être aidé dans cette démarche antidémocratique, dans cette démarche qui ne contribue pas à l'avènement d'autres sons de cloche, à la différence, à l'acceptation de la tolérance, à l'acceptation de ce que l'autre peut voir totalement différemment ce que nous faisons pour tirer le maximum de lui et évoluer. Le chef de l'État se retrouve être aidé dans cette démarche antidémocratique, antisociale, par ce qui était hier des ténors de cette noble lutte qui nous a amenés à faire partie Boni Yayi et ses vestiges de népotisme, de tout ce que nous savions en ce moment. Je ne dirais pas que le chef de l'État aujourd'hui est quelque peu abusé par les parlementaires, même si cela a tout l'air. Je ne dirais pas que quelque part quelqu'un travaille à ce qu'il échoue. Je ne dirais pas que le chef de l'État manque de volonté, de détermination et qu'il n'y ait pas autour de lui des éminences, des références et des compétences. Mais je souffre dans mon âme. Comme le disait Molière, je suis en train de douloir des effets que je ne pouvais pas contrôler lorsque je me dis que l'espoir placé en cet homme, cette forte personnalité du secteur privé se retrouve quelque peu non seulement estompé, mais complètement étiolé à l'épreuve des événements. À l'épreuve des événements, parce que, j'en aurais fini, lorsque je justifierais la généralisation de la grève et la paralysie de l'administration publique par la légitimité du mouvement populaire qui fait constater les échecs cuisants du pouvoir en place sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Mais malheureusement, le corps social se retrouve en devoir de suppléer aux acteurs politiques qui, légalement et réglementairement, ont l'obligation morale et physique et sont payés, d'ailleurs pour la cause, sont élus mais payés pour la cause, ont l'obligation de tirer l'attention du gouvernement sur des faits négatifs de manière à la mener à performer. Faute de les voir, ces acteurs politiques se retrouvent aujourd'hui dans des accointances incestueuses pour voter des lois. On en a vu près d'une quinzaine et on a vu que la haute juridiction, la Cour constitutionnelle, en a rappelé, j'allais dire, à remonter leurs bretelles au gouvernement, à faire injonction au gouvernement par rapport au moins à 13 lois. Ce qui veut dire que les parlementaires ou ignorent complètement leur travail, ou glissent des pots de banane au chef de l'État, ou font passer telles des lettres à la poste les lois tout simplement parce que les intérêts circonstanciels sont préservés, quitte à ce que le chef de l'État ne fasse face à la droiture, à, j'allais dire, les rectitudes, à
la valeur intrinsèque de la Cour François Gogo, constitutionnelle. oui, faute d'avoir des oreilles attentives qui puissent rappeler au chef de l'État ce que les travailleurs attendent de lui, les travailleurs, cette fois-ci, ont pris eux-mêmes les devants. Et dans le cas d'espèce, avant d'apprécier la généralisation du mouvement, je reviens sur la thématique elle-même, le cas des enseignants du supérieur. Eux, ils donnent de la voix à travers 17 points inscrits sur leur plateforme revendicative. Julien Baghiti, en pôle position sur vos revendications, vous demandez la reconnaissance et la réhabilitation de droits de grève à tous les travailleurs. Oui, mais bien entendu, vous savez, comme j'étais en train de vous l'expliquer, l'universitaire est un haut cadre qui peut être qualifié de savant ou de sage. Nous avons intérêt à éclairer davantage l'opinion publique, éclairer les députés qui votent des lois qui ne participent peut-être pas au développement pour peut-être leurs intérêts propres, contribuer à éclairer même la Cour constitutionnelle, parce que nous les appelons les sages aussi, ils sont 7 sages, mais avant de sortir une décision, la Cour constitutionnelle fait beaucoup d'analyses et collabore notamment avec des universitaires de haut niveau, spécialistes en droit constitutionnel. Donc, l'acte que nous posons, ce n'est pas pour accompagner comme des moutons de Panurge les autres travailleurs qui se mettent en mouvement de grève. Nous sommes partis d'abord de nos revendications corporatrices. Les principales pour vous? Et nous avons énuméré 17 points. On aurait pu en citer une trentaine. Mais nous avons dit, c'est... Donc l'essentiel. L'essentiel. Je voudrais vous énumérer quelques points rapidement. Oui, allez-y. C'est la reprise sans délai du dialogue avec les responsables syndicaux et notre ministère de tutelle. Parce que nous nous sommes dit que c'est dans un cadre d'échange, de discussion qu'on peut réellement avancer. Il y a des réformes en cours. Mais pourquoi ne pas associer les acteurs à la base? Les acteurs à la base, c'est nous. Ce n'est pas quand les tests sont finalisés, promulgués, que nous allons commencer à réagir pour dire « Ah, il y a des coquilles dans ce test, il y a des problèmes de fond, il y a des problèmes... » Non! C'est en amont que nous devons réfléchir avec notre ministère de tutelle en tant qu'universitaire pour produire les meilleurs tests possibles pour gouverner notre secteur. C'est pourquoi les syndicats existent, c'est pourquoi les autorités rectorales existent. Et encore, nous nous sommes battus pour l'élection de nos autorités rectorales. C'est à dessein. C'est pour que ces autorités rectorales soient véritablement des acteurs principaux dans la réflexion de la mise en œuvre des grandes orientations et des grandes décisions qui gouvernent notre secteur. Pour l'instant, vous avez l'impression que tout ne se fait pas de la sorte? Non, pas du tout. On ne nous associe pas. Ça, je vous le dis franchement, on ne nous associe pas. Alors, l'autre point, c'est la rupture du dialogue avec les centrales et confédérations. Parce que tous les points ne peuvent pas être discutés au niveau du dialogue sectoriel. Il y a des points qu'on ramène toujours au niveau de la discussion entre le pouvoir exécutif et les centrales et les confédérations. Mais là aussi, il y a rupture de dialogue. Les centrales et les confédérations ont suspendu leur participation parce que elles estiment aussi que le dialogue est infructueux. Mais pourquoi aller s'asseoir et se mentir chaque fois si les problèmes des travailleurs ne sont pas résolus et que c'est on échange et puis après on va se partager un petit pot de bière ou de l'eau et manger peut-être quelques croissants. Mais ce n'est pas de ça que les travailleurs attendent. Les travailleurs attendent mieux. Les travailleurs attendent que leurs problèmes soient résolus à travers ces instances de discussion. Et le mieux, c'est quoi? Mais vous parlez du troisième point? Mais le troisième point, vous savez, nous avons un manque criard d'enseignants aujourd'hui à l'université.
Le troisième point, c'est le recrutement réglementaire et en nombre suffisant d'enseignants en adéquation avec la norme requise, soit un enseignant pour 25. On peut encore tolérer même un enseignant pour 50. Ça veut dire qu'on fera un effort double. Mais aujourd'hui, nous avons un enseignant pour 500, un enseignant pour 1000, un enseignant pour 4000 dans certaines entités. On a entendu dans un passé récent dire que ce sont les enseignants du supérieur eux-mêmes qui ne sont pas disposés à accueillir de nouvelles têtes en leur sein. C'est un cercle plutôt fermé. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les tests sont clairs. Le processus de recrutement qui est en train de connaître aussi des réformes que nous sommes en train de dénoncer. Ce qui se faisait, c'est le comité scientifique sectoriel qui donne d'abord un premier avis après que l'entité qui souhaite recruter ait donné son avis sur le profil du candidat. Donc, le département ou l'entité qui souhaite recruter se réunit en conseil des professeurs et étudie le dossier du candidat et donne un avis en fonction de ses compétences. Après, le dossier est envoyé au niveau du comité scientifique sectoriel et chaque domaine scientifique a son comité scientifique sectoriel, lequel se réunit également et donne son avis avant que le conseil scientifique de l'université, qui réunit tous les responsables au plus haut niveau, doyens, directeurs d'école, instituts, le recteur lui-même, les directeurs des écoles doctorales, décide et reçoit le candidat dans un tableau scientifique qui notifie clairement si l'intéressé peut venir à l'université et enseigner, soit avec un avis favorable ou bien avec un avis défavorable. Donc ce processus est clair et nous n'avons jamais dit que on ne veut pas accueillir d'autres. Bien au contraire, le besoin est tellement si grand que nous avons même fait un plaidoyer pour suivre un peu l'exemple du Sénégal, qui déjà recrute en 2EA ou en 2SS des jeunes assistants qu'on pourrait appeler élèves assistants ou moniteurs. Mais ce n'est pas encore le cas chez nous. Il faut d'abord avoir le doctorat. Mais progressivement, vous y arriverez. Mais on y arrivera. Julien Bagdi, sincèrement, avant que vous me poursuiviez, c'est vrai, actuellement, le problème que vous dénoncez comme d'autres travailleurs, c'est la non-disponibilité, dites-vous, des autorités à asseoir un véritable dialogue. Un dialogue, dites-vous, franc. Mais quand on veut apprécier les faits à leur juste valeur, le problème au niveau de l'enseignement supérieur ne serait-il pas les travailleurs eux-mêmes, les enseignants du supérieur eux-mêmes? Je le dis ainsi, car on a eu dire que le ministre de l'enseignement supérieur, qui est l'un des vôtres, s'est montré plus d'une fois disponible à vous écouter. Mais vous, non. Elle vous aurait demandé, par exemple, de lui faire parvenir, avant toute rencontre, les sujets principaux qui feront objet de la dite rencontre, ce qu'elle n'aurait jamais obtenu. Non, je ne vais pas adresser un affront à mon autorité de tutelle pour dire qu'il y a quand même une réserve d'information à ce niveau. Bien au contraire, ce sont les syndicats depuis près de 2 ans qui cherchent à la rencontrer. Depuis près de 2 ans. Avec des documents toujours à l'appui. Nous avons toujours adressé des documents. Mais vous pensez que l'enseignant du supérieur va chercher à rencontrer l'autorité de tutelle sans aucun document d'accompagnement? Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La dernière tentative de rencontre, c'est justement les efforts pour la relecture d'un arrêté concernant certains de nos enseignants admis au grade, à de nouveaux grades au CAMES, qui devaient être reclassés et autres, mais parce qu'ils sont dans des conditions d'âge qui avoisinent déjà l'âge de la retraite, on a refusé de reconnaître leur nouveau grade. Donc ça a été un point de discorde entre les syndicats et le gouvernement. Mais à ce niveau, la ministre a fait organiser un atelier à l'OCOSA, ce que nous avons fortement apprécié. Mais depuis juin-juillet où nous avons eu cette assise, jusqu'en décembre dernier, rien n'a bougé pour que
les intéressés ait satisfaction. Figurez-vous, parce qu'il y a eu une mauvaise application de cette disposition, on met en débat certains de nos collègues pour dire, bon, vous avez perçu indûment certains salaires, par conséquent, vous devez rembourser. C'est un problème important pour nous. Nous avons adressé une note à notre ministre de tutelle pour dire, sur ce point, nous menaçons même notre suspension de participer au dialogue social s'il n'y a pas des avancées. Mais ce n'est pas un document qui informe largement l'autorité par rapport à nos points de revendication. Ce n'est qu'un point crucial pour nous, parmi tant d'autres. Mais on avait voulu insister sur ça parce que nous avons estimé qu'on ne peut pas appartenir à la même corporation. Certains d'entre nous sont en difficulté parce que justement, il y a une très mauvaise interprétation des textes de loi les concernant pour rester les bras croisés. Donc, depuis ce temps, on ne nous a pas reçus. Et c'est ce qui a fait que nous avons dit, mais comme vous ne nous recevez pas pour discuter des problèmes profonds des différentes universités, nous autres, nous pensons que nous venons faire de la plaisanterie au dialogue social. Par conséquent, nous nous retirons. Par conséquent, vous retirez, Médéric François Gongo. La surprise et l'étonnement est partagé par un bon nombre de citoyens. La ministre de l'Enseignement supérieur, comme je le disais, fait partie du corps enseignant, du supérieur, qui connaît bien la maison, qui connaît bien ses pairs. Ça reste un avantage pour faire avancer le dialogue. Mais là, ça piétine. Que se passe-t-il? La ministre elle-même aurait-elle plutôt des bâtons dans son roue ou une volonté manifeste? Mais ça devient difficile à comprendre et à croire quand on sait qu'une paralysie venant de ce niveau peut impacter dangereusement tout le système. Vous savez, aujourd'hui, nous assistons à un centralisme au niveau de la gestion du pays, ce qui ne permet pas à ce que nous constatons, ce qui ne permet pas à certains membres du gouvernement même d'agir et de prendre certaines responsabilités sans souvent se référer à la plus haute autorité. Au niveau de Madame la ministre également, elle ne présentera à ses collègues que ce sur quoi se serait entendu avec le chef du gouvernement, avec les membres du gouvernement. Et un gouvernement qui est caractérisé dans le cas de figure par le non-respect des engagements. Et le non-respect des engagements érode votre crédit confiance et crée un climat permanent de suspicion entre vous et les éventuels partenaires que vous pouvez avoir, que cela soit en affaires, que cela soit dans le secteur social ou que cela soit dans le terrain, sur le terrain politique. Aujourd'hui, Madame la ministre n'a pas plus de marge que ses collègues de la santé, que ses collègues de la justice, que ses collègues de partout ailleurs. Parce que la volonté de ce gouvernement, c'est de régner par la terreur, parce qu'il est incapable de développer le pays, et parce qu'incapable, il crée des critiques acerbes, il crée éventuellement des soulèvements, il crée éventuellement des implosions non contrôlées. Donc, au lieu de donner à manger au peuple, au lieu de régler les problèmes sociaux des travailleurs, on joue à faire régner la terreur. Mais François Gongo, est-ce que vous ne faites pas un peu dans l'exagération et cette logique de terreur amène le chef de l'État lui-même, avec en ligne de mire la rage et la ruse, alors qu'il était en pleine discussion avec les syndicats du secteur de la santé, et que ces derniers se sont retirés et ont opté, ont imposé à leur base la suspension du mouvement de grève, alors même que les problèmes des magistrats avaient été soulevés à plusieurs reprises, alors même que les policiers rouspétaient pour le non-paiement de leurs primes et pour certains comportements qu'ils ne jugeaient pas tellement bienséants, mais vous demandez aux responsables syndicaux de patienter, vous créez des cadres formels ou informels de discussion, mais au même moment,
vous managez au niveau du Parlement pour qu'on empêche ces causes sensibles. Un médecin, lorsqu'un médecin ne sait pas qu'il est dans une relation avec son employeur, qui puisse l'amener à donner le maximum de lui-même pour en attendre le maximum et vice-versa de son employeur. Lorsque l'agent de sécurité à qui on demande de surveiller le pays pendant que nous dormons, on n'arrive pas à lui remettre ses primes et qu'on lui interdit de manifester pour revendiquer ces primes-là. Lorsque les magistrats qui constituent la véritable garantie de la démocratie, parce que la justice, faisant rayer la justice et l'équité, ont tenté d'enlever les procureurs à dessein sur des dossiers que nous connaissons et que finalement on en soit à comploter avec le Parlement, le mot n'est pas fort, pour leur enlever leur droit de gréver, je me dis qu'il y a fondamentalement un problème. Il y a un problème par rapport à l'intériorisation du pouvoir d'État par ceux qui nous gèrent aujourd'hui. Et là, c'est l'éditorialiste qui parle. Est-ce que c'est un État qu'on gère ou une société privée? Parce qu'au même moment où l'on empêche les enseignants d'avoir les primes, les enseignants